la première chose en fait qui a toujours eu dans notre envie de ce film-là, c'était de raconter le tout début d'une histoire d'amour entre deux garçons dont l'un des deux est séropositif. C'est jeune. Voilà. Et après, le garçon séropositif a toujours eu l'âge qu'a le personnage dans le film. Le partenaire n'a pas toujours eu le même âge. À une époque, il y avait une différence d'âge. Mais c'était vraiment ça les éléments, et c'était comment effectivement le fait d'être séropositif, en fait, ça interfère dans le désir amoureux, et ça crée une distance, des inquiétudes. Voilà, ça complique la vie, quoi. Sur une nuit, non. C'était pas tout à fait à l'origine du projet. En revanche, bon, je fais pas l'historique parce que souvent nos projets se développent de façon assez longue et assez complexe, mais des versions, on va dire, archéologiques du projet. Je me rappelle que quand je l'ai écrite, parce que c'est plutôt moi qui écris, je ne sais pas pourquoi j'ai senti l'absolu besoin de rester collé au personnage principal. C'était très étrange, vraiment au premier accord de séquence. J'ai senti que si je disais il sort de la pièce, alors il fallait que je le récupère de l'autre côté et rendre. C'est vrai qu'il y avait un truc comme ça, un sentiment. Et après, au fur et à mesure du travail, en fait, le projet a évolué entre une nuit complète avec une ellipse au milieu, 28 jours, c'est-à-dire 4 week-ends, hein, c'est Oui. 4 week-ends. Et puis à la fin, en travaillant avec notre producteur Chaumet, on s'est dit que non, que c'était pas une bonne idée et qu'il fallait se ramener sur, au contraire, une nuit, 1h30. Et là, on est vraiment arrivé au temps réel. Mais dans toutes les versions, il y a toujours eu un sentiment de temps réel. Alors, pas aussi continu dans cette version. Parfois, c'était fragmentaire. C'est-à-dire, quand c'était sur 28 jours, chaque week-end était traité en bloc temps réel. C'est-à-dire, à chaque fois, c'était 2 heures sur 4 week-ends. Voilà. Mais la version très ramassée, c'est venu vraiment à l'extrême fin dans la dernière version. C'était pour densifier en fait ce qui se passe entre les personnages, avec à peu près les mêmes éléments en fait de fiction, d'interaction entre eux, de dramaturgie. Si effectivement ça s'enchaînait, ça produisait un effet beaucoup plus, ça créait une tension en fait et une intensité dans la rencontre qu'on avait moins effectivement quand à peu près les mêmes événements et les mêmes questionnements des personnages l'un vis-à-vis de l'autre étaient répartis sur 4 week-ends, oui, c'est sûr. Bon, par ailleurs, je crois qu'il y avait aussi, comme on partait sur un film qu'on savait qu'on voulait faire un film sans argent, je crois qu'on a eu un peu le même raisonnement que Varda sur Cléo de 5 à 7. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que je sais que quand elle a conçu Cléo, qui était un film pas cher, hein, elle savait que c'était avec très peu d'argent, elle a pensé le temps réel, c'est bien. Aussi parce que ça multiplie pas les costumes, voilà, parce qu'il y a un truc dans le temps réel qui simplifie considérablement les tournages d'une certaine façon. Et puis parce que ça impose aussi beaucoup, comme c'est des déambulations, les plans séquences, choses comme ça qui font que... Beaucoup de plans séquences sont assez voilà. longs, oui. Ça... Et qu'en effet, à ce moment-là, ça se tourne beaucoup plus vite que des choses très très découpées. Que ça soit très très réalistement documentaire, oui, c'était très important. On a fait pas mal de recherches avant, justement pour avoir l'idée de ce qui s'y passait, le temps que ça prenait. La logique dans les hôpitaux parisiens n'est pas exactement toujours la même selon les hôpitaux. C'est vrai que nous, on a dû adapter en fait la circulation aux contraintes de tournage. C'est-à-dire que normalement, à l'hôpital Saint-Louis, comme c'est un très gros hôpital, il y a une pharmacie hospitalière qui est ouverte 24 heures sur 24. Donc en fait, on est censé aller chercher les médicaments à la pharmacie et prendre les médicaments devant la pharmacienne. Mais ils ne voulaient pas qu'on tourne à la pharmacie puisqu'elle est ouverte 24 heures sur 24. Mais il y a d'autres hôpitaux plus petits où en fait, l'interne va chercher le kit et le donne au patient. Donc du coup, on a adopté cette solution-là qui était un peu plus cinématographique. Mais voilà, mais sinon, on voulait vraiment que ça respecte le parcours. Et en particulier sur cette question de la prise des médicaments, c'est vrai que dans un premier temps, on s'était mal renseigné, et donc on avait prévu de faire sortir les personnages avec les médicaments, et qui prennent en fait les médicaments. C'était pour ça qu'on avait eu qui cherchaient à manger, non pas parce qu'ils avaient faim, mais parce qu'ils avaient besoin de nourriture pour... Et en fait, pas très longtemps avant le tournage, on a découvert que non, pas du tout, les médicaments se prennent devant quelqu'un de l'hôpital. On laisse pas, surtout que eux ils sont deux, mais dans la plupart des cas, en fait, les gens viennent consulter seuls. Et donc, pour pas qu'il y ait de risque de renoncement, de trucs un peu suicidaires. On considère que si la première prise est prise devant quelqu'un du milieu médical, normalement après,
les autres prises sont prises plus facilement. Donc du coup, on a fait un peu branle-bas de combat pour intégrer ça effectivement au film. En fait, ça nous a rendu vachement service que ça se passe comme ça, et par rapport à la scène avec l'interne, parce que c'est vrai que je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui joue entre trois, justement dans ce moment de préparation, manger la madeleine, prendre des médocs, et puis surtout parce que du coup, dès qu'ils sont sortis de l'hôpital, en fait, tout ce qui a à voir avec la médicalisation est derrière les personnages, et du coup, on peut s'intéresser à autre chose. Et ça nous a permis d'avoir un dernier tiers de film, effectivement, qui n'est que sur le fait qu'ils fassent connaissance, et complètement détaché, effectivement, des inquiétudes enfin, en tout cas, la question médicale, quoi. Ouais. Mais après, sur la précision, je crois que d'abord, alors, bon, ça dit, il y a des entorses quand même. Hein, voilà. Si on avait été des réalisateurs roumains, ça aurait duré beaucoup plus longtemps et vous auriez eu droit normalement à la prise des constances, prise de sang, etc., etc. Et il pourrait y en avoir pendant plus de temps. Cela dit, on avait vérifié qu'à 5h du matin à Saint-Louis, il était possible aussi qu'ils ne fassent pas ce genre de choses, parce qu'il est tard, que tout est fermé, etc., etc., et puis qu'ils en ont un peu marre, et que bon, il y a un moment où ils expédient un peu les choses. Mais je crois que c'est parce que c'est aussi quelque chose qu'on aime beaucoup. Moi, enfin, tous les deux, quelque chose qui peut nous énerver dans les films, quand tout d'un coup on voit des choses qui sont très approximatives par rapport au réel qu'on connaît. On se dit, ouais, bah, c'est de la fiction, mais quand même. Puis moi, ça faisait assez longtemps que je fantasmais sur la possibilité de jouer au réalisateur roumain. C'est-à-dire vraiment, genre, on va vous faire un truc tel que ça se déroule. Voilà. Et c'est vrai que là, c'était l'occasion parce qu'en effet, c'est une visite à l'hôpital qui peut se dérouler relativement vite. Le temps qu'on propose est relativement réaliste par rapport à ce qui se pratique surtout à Saint-Louis. Après, je sais qu'il y a d'autres hôpitaux et en province, c'est pas toujours le cas. Bah, oui, mais je pense que c'est peut-être lié aussi, même si on parlait tout à l'heure effectivement du fait qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui se contaminent aujourd'hui, je pense que l'annonce de la séropositivité aujourd'hui pour quelqu'un, même si c'est dramatique, même si on sait que ça va avoir des conséquences, enfin pour le moment en attendant des traitements miracles jusqu'à la fin des jours de la personne qui devient séropositive, ça n'a pas quand même le côté condamnation à mort que ça pouvait avoir il y a 30 ans. Donc ça crée une inquiétude, mais pas non plus... Oui, mais je crois aussi surtout pour les personnages. D'abord, ce qui nous intéressait, c'est que très vite, ils rentrent en fait dans la gestion. C'est-à-dire comment on gère, et gérer, ça ne se gère pas dans la panique, ça se gère bêtement dans l'hôpital, en attendant, enfin bon, voilà. Je crois pas trop à l'hystérie, même si moi, les quelques amis, enfin bon, quelques copains je connais qui ont fait ce genre de sottise, ils étaient pas en très bon état quand même, ça met un peu, ça met un peu dans tous ces états, voilà. Mais pour moi, c'était aussi parce que quand même, Théo, il est quand même tombé très 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 amoureux de Hugo, donc il prend quand même vachement sur lui, quoi. Et c'est Hugo qui panique le plus en fait, parce qu'il se dit je vais le perdre, enfin il s'est passé un truc terrible et ça va mal se passer entre nous. Mais l'un et l'autre, pour moi, ils prennent vraiment sur eux tout le temps dans la dernière heure du film il s'est passé quelque chose entre nous qui était très beau, ça peut pas finir comme ça, quoi. Voilà. Mais en même temps, je sais pas, je pense que même dans la vraie vie, intérieurement, vous êtes dans une panique totale, mais à partir du moment où vous rentrez dans le système à l'hôpital, quoi, qu'est-ce que vous pouvez faire ? À part vous asseoir, et effectivement, à l'intérieur, on est dans tous ces états, mais le cinéma, il ne peut pas montrer l'intériorité. Enfin, et puis après, on attend désespérément, et puis quand on est devant l'interne, elle vous raconte les choses, et puis il faut faire. Mais c'est vrai que les gens de la pharmacie hospitalière nous ont raconté qu'ils recevaient des gens vraiment dans un état très désespéré, et pas que des gays, pas que des jeunes gays. Et souvent, ils nous avaient parlé de personnes, genre presque, limite 3e âge, quoi. Des gens de 60 ans qui avaient fait des conneries, et pas gays, hein, des hétéros comme ça, des messieurs qui arrivent, et qui, effectivement, pour eux, être tout d'un coup confrontés à la menace du sida paraît une chose tellement irréelle qu'ils sont, mais comme des enfants, quoi. C'est un autre film. Ah, c'est un autre film. Là, malgré tout, c'est des gays. Alors, même si on oublie, quand on est homo, au fond de soi-même, on sait que quand même le risque est là, quoi. Enfin, que le risque d'être confronté au virus, il est réel. Encore moins. Oui. Oh là là, oui, évidemment que c'est important. Non, là, c'est amusant parce que je pense que c'est un peu parti... Bon, de toute façon, par goût, hein, parce que de toute façon, il y a quelque chose, honnêtement, dans la structure du film qui est assez proche d'une structure de road movie, en fait. Et dans le road movie, la tradition, c'est quand même de rencontrer des gens, et ces gens-là, en général, vous parlent d'eux. C'est ça,
Donc c'est vrai que ça reprend un peu ça. Puis il y a déjà même le premier mec à l'hôpital, c'est pas parce qu'il est désagréable qu'on peut l'oublier. Il fait partie quand même de ces 3 rencontres, plus évidemment l'interne, qui est aussi une des rencontres. Donc ça partait un peu de là, de retrouver cette tradition de road movie. Je dois dire sans doute, peut-être un petit peu une crainte aussi, que les dernières 40 minutes, si on restait qu'avec eux deux, ne tiennent pas très bien. Alors après, il y a des gens qui trouvent que ça aurait été mieux sans les interventions extérieures, d'autres pas. C'est un goût. Et effectivement, une fois qu'on a posé ça plutôt comme principe, après dans le travail d'écriture, je crois qu'il y avait et puis après à la réalisation, dans le jeu avec les comédiens, les choses importantes pour nous, c'était en effet de montrer que la relation amoureuse ne les ferme pas complètement au reste du monde. Et qu'en fait, au contraire, le fait d'errer comme ça avec à la fois leur amour et leur angoisse faisait que, parce qu'au fur et à mesure, si on regarde bien les 3 rencontres, au fur et à mesure, ils s'ouvrent de plus en plus à l'écoute des autres. Et que d'un autre côté, les autres, en les voyant comme ça si unis l'un avec l'autre, ont envie de leur parler, et de leur parler de ce qu'ils sont, de leurs désirs, du fait qu'ils ont été trop amoureux, voilà, comme s'il y avait, parce que ça c'est la part utopique et un peu crétine du film, l'amour c'est vachement bien, c'est une force, je sais pas, ça embellit le monde, ça vous ouvre aux autres, je sais pas. Ils sont inconnus maintenant. Oui, parce qu'on peut se dire, genre qu'on l'a proposé à Benoît Magimel. Non, mais c'était absolument évident qu'on ne pourrait faire ce film qu'avec des inconnus. C'est-à-dire qu'on n'a même pas essayé, mais pour avoir justement côtoyé des acteurs un peu connus et savoir à quel point c'est difficile, il faut négocier les baisers, les fesses. Donc là, il s'agit. Pas avec Jean-Marc Barr. Non, d'accord, Jean-Marc, mais bon, c'est Jean-Marc, c'est californien. Mais donc du coup, non, là pour nous, il y avait cette idée effectivement que pour filmer le début, comme on avait envie de filmer, il fallait probablement mieux aller vers des inconnus. Mais je crois aussi qu'il y avait l'envie que Théo et Hugo soient des visages qu'on n'a jamais vus. Ça nous... Disons que je crois que c'est quelque chose que Jacques et moi on aime beaucoup quand on a l'occasion effectivement de découvrir des acteurs dans un film. Alors c'est vrai qu'en général c'est plutôt dans des films étrangers que ça nous arrive. Moi c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve très, très agréable en fait. Et puis ça arrive de temps en temps quand même avec le cinéma français, justement quand c'est des jeunes gens on peut se le permettre. C'était pas du tout pour jouer les Pygmalions, c'était vraiment donc cette idée qu'effectivement il fallait vraiment que ça soit des gens qui adhèrent totalement à notre projet pour nous suivre dans cette idée d'essayer de trouver une façon de représenter la sexualité le plus simplement possible. Donc ça c'est pas quand même évident pour beaucoup d'acteurs, c'est vraiment la frontière infranchissable. Donc on a rencontré ces 2 garçons pour qui ça semblait pas infranchissable. Et puis après on n'avait pas nécessairement peut-être anticipé ça de façon aussi forte, mais le fait effectivement de filmer des gens qui n'ont pas encore été filmés ou très peu filmés. Et peut-être que la surprise qu'on a eue, c'est d'avoir la chance effectivement de filmer ces 2 garçons dans une telle complicité de jeu que moi c'est vrai que j'ai passé tout le tournage à avoir l'impression de filmer des vrais amoureux, quoi. C'était très très étrange. Et c'était vraiment, je pense, le plaisir qu'ils avaient l'un et l'autre de participer au film et d'être l'un avec l'autre pour vivre cette expérience comme acteur, quoi. Après, je crois que c'est du coup assez favorable à la première séquence quand même. Parce que si Théo est vite identifié parce qu'on l'a isolé, Hugo, je pense qu'il y a quand même un flottement pendant un certain moment. Qui donc est Hugo? Ou alors, voilà, qui vont être les protagonistes? C'est sûr que si c'était Pierre Ninet, vous l'auriez su tout de suite. Et c'est un des problèmes quand même des comédiens connus, c'est que du coup, quand vous commencez le film, dès que vous voyez leur tronche, vous savez qui est le personnage principal. Alors après, évidemment, on peut les tuer dans une baignoire, mais c'est rare. On peut s'amuser aussi à faire arriver la star un peu en retard. Oui, mais malheureusement, son nom est toujours le premier sur le premier carton. Mais c'est juste que tu l'attends. D'ailleurs, avant qu'elle arrive, tu te dis, mais pourquoi elle n'arrive pas? Étrangement, le peu de moyens, c'est pas totalement transformé en équipe ultra réduite. C'est une petite équipe, mais on avait quand même une équipe qui était finalement pas tellement plus petite.
Bon, il n'y avait qu'un seul assistant, il n'y avait pas de script, il n'y avait pas de maquillage, pas de coiffure, donc oui, il n'y avait pas besoin non plus, mais il y avait quand même une équipe image conséquente, enfin vu la taille du film, c'est-à-dire qu'il y avait un chef-op caméraman qui avait une assistante, il y avait un machiniste quand même pour aider à porter la caméra, parce qu'il y a beaucoup de caméras à l'épaule, donc pour soulager le chef-op, et il y avait une électro, en fait, qui a toujours... les acteurs sont très légèrement éclairés tout le temps, en fait, quand ils sont filmés de face dans la rue la nuit, donc avec un truc portatif et tout. Et donc voilà, il y avait pour le son, il y avait un ingé son, un perchman, enfin, c'était... Non, en fait, les économies, elles sont pas faites là-dessus, elles sont faites sur le temps de tournage, sur les moyens de tournage qui sont assez légers, c'est un appareil photo un peu sophistiqué, customisé en caméra avec des objectifs de cinéma, mais c'est pas une caméra, c'est pas l'enregistreur son le plus prestigieux, bah, c'est des appareils, du matériel qui est très bien, que les techniciens savaient très bien utiliser surtout. Mais qu'est-ce que je voulais dire oui, voilà, non, mais voilà, c'est les salaires en fait, c'est qu'on a fait le film avec une équipe de très jeunes techniciens, c'était tous sur premier long métrage, et du coup, tout le monde est payé au SMIC, ce qui, voilà, non, c'est pire que la loi El Khomri. Il n'y a pas d'heure sup la nuit, rien. Non, il n'y avait pas d'heure sup, il n'y avait pas de tarif de nuit. On n'a pas fait d'heure sup, c'est les tarifs. On n'avait pas fait on pouvait pas faire d'heure sup, puisque de toute façon, à la fin des 8 heures, ils se mettaient à faire le jour. Donc ça, c'était pratique, ça rassurait tout le monde. Ouais. Mais c'est pas notre habitude. Non, mais voilà, mais donc du coup, effectivement, en fait, c'était tout le débat avec le producteur quand on a commencé à lui parler du projet, et tout l'inquiétude qu'il pouvait avoir par rapport à nous, à notre parcours, au film qu'on a fait avant, aux conditions dans lesquelles on avait fait les films précédents, de savoir si on était vraiment prêt à faire un film dans ces conditions-là, c'est-à-dire effectivement à tourner très vite. Alors c'est vrai qu'on a tardé un tout petit peu à se dire ce que ça voulait dire très vite, comme les films précédents, on les avait plutôt fait en 6 semaines, moi j'avais l'impression que si on arrivait à tourner en 4 semaines, ça serait très vite. Le jour où il m'a dit 3 semaines, j'ai un peu fait Et puis 3 semaines de 5 jours, hein, parce qu'on a déjà fait des 6 semaines de 6 jours. Voilà, et après pour les techniciens, ça a été plus simple, on en a parlé plus tôt, et dès que effectivement j'ai compris que la seule solution pour faire ce film, c'était de faire avec une équipe, avec des gens à qui on proposerait le SMIC, il m'a semblé que le seul moyen, enfin la seule solution un peu honnête, on va dire, de faire les choses, c'était vraiment de proposer à des jeunes gens pour qui ce serait aussi une expérience professionnelle. Et donc en fait, pour tous les techniciens du film, c'est leur premier long métrage. Ça ne justifie pas complètement voilà, s'ils auraient pu être mieux payés, ça aurait été mieux, mais je pense que en tous les cas pour eux, il n'y avait pas de... Ils avaient, avant ce film-là, ils avaient toujours fait des films où ils étaient parfois même moins payés que ça, ou payés comme ça, mais sur des projets de court-métrage, ou voilà, sur des toutes petites périodes. Là, c'était quand même, finalement, pour eux, 3 semaines de tournage, c'était 3 semaines déclarées. Pour certains, il y avait quand même quelques jours de prépa qui étaient payés en plus. Enfin, donc, moi, surtout, c'était, il y avait un échange, je dirais, honnête entre l'expérience et le salaire. Mais moi, j'ai toujours pensé à l'autre sens, c'est que surtout, ce qui est très agréable, c'est que comme il n'y a pas d'argent, le producteur ne peut pas nous dire qu'on ne va pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Oui, il y avait ça super délicieux d'avoir le droit de dire bah non, on prend des jeunes gens, ils ont 26 ans, 27 ans, ils n'ont jamais rien fait, mais ils étaient tous très, très forts, et c'est super sympa, quoi, enfin, de leur offrir d'être des chefs de poste, de faire un film complet, voilà. Ce que tout le monde ignore, c'est qu'il y a quand même un chaînon manquant entre nos films gros chers, et entre-temps on a quand même fait nous aussi notre adaptation de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, et c'est pareil, c'est un film qu'on avait tourné, très petite équipe, 10 jours de tournage, voilà. C'était 2 fois plus cher que celui-ci quasiment, mais parce que là tout le monde était payé au tarif, mais voilà, c'est pas notre première expérience d'équipe très légère. C'est pas la première fois, par exemple, je lave les fringues des acteurs, je l'ai déjà fait, et de tournage très rapide. On s'était fait la main quand même sur le Lagarce déjà. Oh, courageux, ça va, ce serait vaniteux de notre part, parce qu'on fait ça assez naturellement, et que le plus courageux dans l'affaire, c'est notre producteur qui a sorti l'argent de sa société pour financer le film. Et le distributeur, et les exploitants qui montrent le film, oui. Parce que c'est vrai que quand même on se rend compte que c'est pas si facile que ça, qu'il y a une grosse disparité en fait d'accès aux... Enfin, c'est vrai que nous on sent vachement en accompagnant le film en France que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, quoi, et que quand on a la chance d'habiter à Paris ou dans une très grande ville de province, c'est plus facile. Quand on habite dans des villes plus petites, c'est compliqué, que
Après, nous, on a vu effectivement, ça dépend beaucoup en fait du travail qui est fait localement, mais pas sur notre film à l'année. C'est-à-dire que dans certaines villes, bon là on revient de Niort et de La Rochelle, donc c'est vrai que c'est des villes plus petites, mais c'est des villes dans lesquelles le cinéma RSA a une identité très forte. D'un côté, les deux fois, c'est des salles qui sont associées à des scènes nationales, donc le programmateur en fait est très prescripteur. Les gens au fond ils viennent voir presque les yeux fermés les films qui sont proposés dans ces salles. Hier soir, à Niort, on avait un public, mais alors que le film était aussi présenté en fait dans le cadre d'une soirée Le printemps des LGBT, visibilités. Ouais. voilà, il y avait un public hyper mélangé en termes d'âge. On n'a pas demandé aux gens quelles étaient leurs préférences sexuelles, mais enfin c'était clair que c'était voilà, divers. Sur les âges, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même des gens plus jeunes. On a parfois le sentiment que on a fait des projections devant des publics de gays où il n'y avait pas de gens de moins de 30 ans. Donc ça, c'est vrai que on se pose beaucoup de questions effectivement sur les jeunes gays et le cinéma, les jeunes gays et la culture, les jeunes gays et le côté communauté. Pourquoi ils sont pas là? Pourquoi ça les intéresse pas? Ils sont pas au courant? Dans beaucoup de salles, justement, dans RSA, par exemple, on a remarqué ça à Toulouse. À Toulouse, le directeur de la salle nous a dit mais ils ne viennent pas dans cette salle, ils ne connaissent pas la salle. Donc ils vont voir ils ne vont voir des films plus RSA que s'ils passent au multiplex. Donc voilà, il y a un vrai problème de transmission en fait de la cinéphilie, des lieux de cinéma. Bon, ça n'a pas directement à voir avec la question LGBT, mais donc du coup quand on rajoute en plus la difficulté effectivement de produire un film dont a priori sur le papier les gens pensent qu'il ne va être que pour des gays, alors que nous évidemment notre rêve de réalisateur c'est que le film soit vu plus largement. Mais c'est le cas dans certains pays ou certaines villes et pas dans d'autres. Et en fait, nous, on n'a pas beaucoup de prise là-dessus. Mais militant, on veut bien, hein, c'est pas un problème.